rappeler l'importance de la tragédie du génocide des Arméniens, je reçois Mégane Lamontagne et Elisabeth Roy, qui sont des historiennes d'expérience qui se spécialisent surtout vers l'histoire du 19e et 20e siècle. Elisabeth Roy, bonjour. Cet événement est extrêmement intéressant et ce, sur plusieurs aspects. Dites-nous pourquoi le génocide arménien est aussi marquant et important. Le génocide arménien a été déclenché le 24 avril 1915 lors de la Première Guerre mondiale. Celle-ci est considérée par de nombreux historiens comme la matrice des violences du 20e siècle. En d'autres mots, celle-ci a façonné les guerres la précédant. En effet, ce fut le premier grand conflit mondial à engendrer des violences extrêmes sur le champ de bataille et surtout contre des populations civiles, ce qui n'avait jamais été vu auparavant. En outre, le génocide arménien n'était pas le premier dans l'histoire, mais selon la sous-commission des droits de l'homme de l'ONU, a, dans un rapport, parlé du génocide comme du premier génocide du 20e siècle, ce qui démontre très bien l'importance de cet événement. De plus, il a pris une ampleur mondiale, car après plus de 100 ans, le sujet est toujours débattu. D'ailleurs, une des raisons qui rend cet événement aussi important à ce jour est le refus permanent de la Turquie de reconnaître le génocide perpétré par les unionistes. Les unionistes, c'est les partisans de l'union politique, ce qui crée toujours des tensions à ce jour. Tandis que depuis 1916, plus d'une quarantaine d'autorités nationales ont reconnu le génocide des Arméniens, ce qui est un point positif dans l'histoire. Comme vous avez mentionné, le génocide arménien a lieu durant la Première Guerre mondiale, plus précisément en 1915. Pouvez-vous nous expliquer le contexte général de l'Empire ottoman à ce moment-là? Oui, un peu avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il y avait déjà beaucoup d'agitation dans l'Empire ottoman. En effet, le 24 juillet 1908, une révolution éclate, dirigée par un groupe de personnes appelées les Jeunes Turcs, qui veulent établir une nouvelle constitution pour ainsi sauver l'Empire. Ceux-ci font partie du comité Union et Progrès, qui est un parti politique nationaliste turc. Ce mouvement, le mouvement Jeunes Turcs, recrute dans les écoles supérieures militaires, puis commence aussi à gagner le soutien des hauts fonctionnaires. Par la suite, la révolution qui a éclaté en 1908 est plutôt bien reçue, notamment à Istanbul. En effet, suite à cette révolution, la censure est abolie, la police secrète est dissoute, puis les partisans de l'ancien régime sont arrêtés ou s'enfuient. Mais suite à celle-ci, en août 1908, les difficultés ont déjà commencé, principalement dues aux tendances autoritaires du comité Union et Progrès. En outre, une vague de grèves frappe l'Empire, les tensions et les crises internes se poursuivent, des guerres balkaniques éclatent de 1912 à 1913. Comprenant plusieurs défaites militaires, ce qui a provoqué un énorme traumatisme parmi les hauts dirigeants et les intellectuels ottomans, qui remettent en cause leur politique et ils ne s'attendaient pas à avoir autant de défaites. Donc, suite à ça, vient la Première Guerre mondiale, où l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie en novembre 1914. Cette alliance avec l'Allemagne constitue un élément essentiel de la stratégie unioniste, susceptible de procurer à l'Empire le statut de puissance qu'ils avaient perdu depuis longtemps. De plus, la décision de rentrer en guerre est l'œuvre des membres les plus radicaux du comité central unioniste, puisque la guerre engendre un contexte très propice à la destruction des éléments non-turcs dans l'Empire ottoman. Les éléments non-turcs étant les Arméniens, qui sont plus que jamais soupçonnés de trahison. Connaissons-nous les origines qui ont poussé les jeunes Turcs à commettre le génocide? Dans le fond, à l'intérieur de l'Empire ottoman, les Arméniens faisaient partie d'un royaume multinational et multireligieux, mais en tant que minorité chrétienne, ils subissaient de la discrimination constante. Ils étaient considérés comme des citoyens de seconde classe. En effet, des dizaines de milliers d'Arméniens finirent par se convertir pour ainsi échapper à ces discriminations. Ces discriminations consistaient principalement à la taxe d'enfants, qui était le recrutement annuel forcé de garçons âgés de 8 à 18 ans par les armées. De plus, ils n'avaient pas le droit de parler leur propre langue. Ils avaient l'incapacité de témoigner devant les tribunaux et aussi l'interdiction de porter des armes, ce qui démontre bien que la présence des Arméniens dans l'Empire n'était pas vraiment appréciée.
Par la suite, après la défaite des Balkans et l'ingérence internationale sur les réformes arméniennes, le comité Union et Progrès se radicalise encore plus et instaure une dictature énorme. En outre, un groupe d'officiers avec des hommes comme Talaat et Enver, des personnes liées étroitement au génocide arménien, instable durablement le comité Union et Progrès au pouvoir, et ce, en janvier 1913. Puis, suite à cette reprise totalitaire, le 30 janvier 1914, des rumeurs paraissent dans la presse sur la divulgation d'un plan dont l'objectif est d'éloigner les Arméniens des provinces où ils habitent et de les déporter vers la Mésopotamie. De plus, tout le discours unioniste légitime le génocide par la trahison, la supposée trahison des groupes révolutionnaires arméniens au début du conflit mondial, ce qui a dû pousser les jeunes Turcs à trouver des preuves de cette dite trahison. Donc, ils essaient de trouver des preuves tangibles pour justifier l'acte de génocide. Donc, avec urgence, les unionistes se sont mis à la recherche de documents qui, en fait, ne démontrent presque aucune preuve de trahison de la part des supposés révolutionnaires arméniens. Et puis, selon les unionistes, des révoltes arméniennes auraient aussi constitué une sérieuse menace pour la sécurité intérieure et la défense des lignes du front durant la guerre. Mais dans les faits, il n'y a eu nulle part de révolte arménienne. Donc, l'élimination des Arméniens serait plutôt le fruit d'un nationalisme exclusivement adopté par les extrémistes jeunes turcs. Vous avez nommé deux personnages qui semblent avoir eu un impact sur le génocide, soit Tala et Enver. Pouvez-vous nous parler d'eux et de leurs impacts? Bien sûr, dans le fond, Talat Pacha était un des leaders du mouvement jeune turc et a été nommé par la suite ministre de l'Intérieur au Parlement ottoman en 1909. Puis de son côté, Enver Pacha participe aussi au mouvement jeune turc et adhère au comité Union Progrès. Il devient par la suite le ministre de la guerre et le chef d'état-major général de l'armée ottomane. Ces deux personnages sont les principaux responsables du déclenchement du génocide, puisque c'est Talat et Enver qui, le 24 avril 1915, a ordonné la mise en place de cet acte monstrueux. De plus, une information que je trouve plutôt pertinente et qui démontre bien les idéologies de l'époque, c'est que lors d'une entrevue avec la délégation arménienne, Talat dit « Tous les Arméniens qui, par le verbe, la plume ou l'action, ont travaillé ou peuvent un jour travailler à l'édification de l'Arménie sont considérés comme des ennemis de l'État et doivent, dans les conditions présentes, être isolés. » Ce qui en dit très long sur les intentions du comité Union et Progrès. Écoutons maintenant un extrait d'un documentaire intitulé « Le génocide arménien », produit par Arte France et la compagnie des phares et balises. Le 26 février 1915, Enver Pacha, ministre de la guerre et commandant de l'armée vaincue, écrivait à l'évêque arménien de Konya. Je saisis l'occasion pour vous dire que les soldats arméniens ottomans remplissent consciencieusement leur devoir sur le théâtre de la guerre, ce que j'ai pu constater de visu. Je vous prie donc de transmettre l'expression de ma satisfaction et de ma gratitude à la nation arménienne, connue de tout temps pour son parfait attachement au gouvernement impérial ottoman. En dépit de cette reconnaissance et sous prétexte de sécuriser les zones de front, le gouvernement ordonne le désarmement des soldats arméniens et leur affectation à des bataillons de travail. Oui, suite à cet extrait que nous venons d'entendre, on peut comprendre que Enver Pacha est reconnaissant de ce que les Arméniens ont fait durant la guerre, mais ensuite il contredit son message complètement et les désarme et les envoie dans des camps de travail, ce qui est très choquant. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un génocide et comment celui des Arméniens s'est déroulé? C'est en 1944 que le juriste polonais Raphaël Lemkin
forge le concept de génocide pour qualifier les crimes commis contre les Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie. Ainsi, selon lui, d'une manière générale, le génocide ne signifie pas nécessairement la destruction immédiate d'une nation. Il signifie plutôt un plan coordonné de différentes actions visant à la destruction des fondations essentielles de la vie des groupes nationaux avec le but d'annihiler les groupes eux-mêmes. Au cours de la nuit du 23 au 24 avril 1915, le premier acte du génocide a lieu. En effet, un grand nombre de dirigeants arméniens politiques, religieux, enseignants et intellectuels sont arrêtés, déportés en Anatolie et mis à mort. Par la suite, les Arméniens, membres des armées ottomanes durant la Première Guerre mondiale, furent désarmés et regroupés dans des bataillons de travail pour finalement être assassinés. Parmi la population restante, les hommes, adultes et adolescents furent généralement tués sur le champ. Le sort prévu pour les femmes et les enfants était le pire des supplices. En effet, ils devaient marcher pendant des semaines, souvent privés de vêtements et continuellement pliés et violés. Plusieurs jeunes enfants sont arrachés à leurs parents, ils reçoivent des noms différents pour ensuite être attribués à des familles turques. Puis finalement, parmi les survivants et les réfugiés dispersés un peu partout dans les provinces arabes, des milliers moururent de famine, d'épidémies et d'épuisement. Après ces événements, la nation arménienne fut vouée à l'oubli. Suite à cet événement tragique, quelles ont été les répercussions sur la civilisation arménienne puis dans le monde en général? En effet, ce tragique événement a fait entre 650 000 et 1 500 000 morts, selon les notes de cours. Les personnes ayant pu y échapper ont dû subir l'exil et déportés dans d'autres pays afin d'éradiquer toute trace d'Arménie. Le génocide arménien a eu donc de nombreux impacts néfastes au niveau psychologique. Les générations suivantes ont subi des chocs traumatiques qui ne les auront pas laissés indifférents face à cet événement. Avant d'aller un peu plus loin dans l'après-génocide, il faut savoir que les Arméniens ont dû signer le traité de Sèvres qui entérine le démembrement de l'Empire. Suite au génocide, une commission d'enquête voit le jour en novembre 1918, soit la commission Mazar, qui est chargée de juger le criminel jeune turc. En effet, la commission entreprend de recueillir des éléments et des témoignages en se penchant sur des fonctionnaires de l'État impliqués dans les crimes commis contre les populations arméniennes. L'après-génocide a été très difficile et encore aujourd'hui, la Turquie ne reconnaît toujours pas avoir exécuté ce genre d'événements monstrueux. Maintenant, écoutez un extrait de l'historien Raymond Kevorkian lors d'une entrevue à France 24. Simplement que la Turquie qui continue à faire porter des noms de rues, d'écoles aux criminels qui ont commis cet acte n'arrive pas encore à assumer son histoire. Donc oui, l'extrait de l'historien démontre bien que la Turquie, comme il a mentionné, n'est pas prête à assumer son histoire. Comme nous allons en parler un petit peu plus tard, la Turquie n'a toujours pas reconnu le génocide et nous allons savoir les raisons derrière cela. Comme vous avez mentionné plus tôt, la Turquie n'a pas encore reconnu le génocide arménien. Mais pourquoi? La qualification du massacre des Arméniens commis par le régime jeune turc ottoman comme génocide a suscité et suscite toujours de vives polémiques. En effet, la Turquie ne reconnaît pas ces massacres comme un crime de génocide, même si les faits confirment que les événements de 1915 à 1923 sont bel et bien un génocide. Le point de vue de la Turquie est le suivant. Le gouvernement turc actuel n'est pas responsable de ce génocide car l'on demande à celui-ci de reconnaître un acte qui a eu lieu sous la dictature du régime ottoman, soit une toute autre façon de penser. De plus, le gouvernement turc actuel, il est préférable de se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé et orienter leur effort vers une possible amélioration des relations entre la Turquie et l'Arménie. En outre, une énorme question politique voit le jour, et ce, mondialement. Plusieurs rencontres et négociations ont eu lieu sur le sujet du génocide, et des points majeurs ont été discutés. Un des points importants est le fait que la Turquie est consciente des souffrances qui ont été subies à l'occasion de ces massacres, mais n'est pas prête à utiliser le mot « génocide ».
De notre côté, ceci a choqué des descendants des victimes puisqu'elle vient à absurde l'État turc de toute responsabilité, ce qui est un non-sens sur le plan politique et sur le plan historique.